2 ans ont passé maintenant depuis le lancement par Vladimir Poutine d'une vaste opération militaire contre l'Ukraine. Aujourd'hui, 6,5 millions d'Ukrainiens sont encore réfugiés à l'étranger. Les assauts russes auraient fait 152 milliards de dollars de dommages directs aux bâtiments, aux infrastructures. L'économie de la Russie, qui est sous le coup de blocage et de sanctions, s'est tournée vers l'Asie, vers la Turquie pour écouler son gaz, son pétrole, pour s'approvisionner. C'est un conflit qui a entraîné des conséquences majeures à l'échelle planétaire, notamment sur les marchés de l'énergie, sur les ressources. Alors, on fait le point ce soir avec Yvan Clich, il est chercheur en énergie au Cerium, et Chris Alexander, ancien ministre fédéral de l'immigration, ancien diplomate, ambassadeur du Canada en Russie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Alexander, je vais commencer avec vous. Il y a 2 ans, là, bien des gens disaient ça va être rapide, cette histoire. L'Ukraine risque de tomber aux mains de la Russie en 3 jours, 1 semaine, tout au plus. Qu'est-ce qui a été déterminant dans la capacité des Ukrainiens de continuer à fonctionner, de se défendre aussi, depuis 2 ans maintenant? Mais je pense que c'était en première ligne la volonté du peuple de faire valoir leur indépendance. C'est un genre de guerre d'indépendance qu'ils sont en train de mener depuis. Aussi, le leadership, le rôle du président Zelensky et de son équipe a été clé. Et il y avait aussi l'aspect vraiment très bien ancré, profondément ancré chez les Ukrainiens militaires. Les gens savaient défendre leur territoire. Ils ont une grande expérience de la guerre pendant la période soviétique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je pense qu'on avait sous-estimé ça. Les Canadiens un peu moins, parce qu'on était le premier pays à commencer à entraîner l'armée moderne de l'Ukraine à partir de 2015. Les Canadiens qui ont travaillé là-bas ont reconnu la détermination et le potentiel militaire de l'Ukraine. Mais bon, même si l'Ukraine a surpris jusqu'à un certain point, c'est quand même une guerre d'usure en ce moment. Et les Russes ont fait des gains là, au cours des derniers jours. L'aide internationale aussi a été promise, mais n'est pas toujours livrée. Je pense à 60 milliards de dollars qui sont bloqués au Congrès américain. Est-ce que vous êtes inquiet là, de ce qui est en train de se passer dans les derniers jours, les dernières semaines? Très, très inquiet, parce que ce sont nos promesses faites par nos chefs, par tous les alliés de l'OTAN, d'appuyer l'Ukraine à un niveau sérieux, qui sont en train d'être brisés, surtout par le Congrès américain, mais aussi par d'autres alliés, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, ne fournissent pas toute la gamme de leur capacité militaire. Et même le Canada, qui a tendance traditionnellement de jouer un rôle clé lorsqu'il s'agit des grands enjeux de sécurité internationale, on n'est pas très crédible sur l'Ukraine. Sur une base per capita, notre investissement militaire est assez faible. Oui, absolument. Si on regarde du point de vue économique, là, M. Clich, c'est quand même difficile d'avoir l'heure juste là, sur l'état de santé de l'économie de la Russie, entre autres. Selon vous, est-ce que Vladimir Poutine a les reins assez solides pour maintenir le rythme de ses attaques? La plus grande aide que pourrait avoir l'Ukraine, selon moi, c'est pas militaire, c'est s'il y avait une chute des prix du pétrole. Parce que l'essentiel des revenus de la Russie, c'est les revenus tirés de ses exportations de pétrole. Et je voudrais quand même rappeler ceci. En 1986, c'était une décennie difficile sur le plan économique. Il y avait une baisse très importante des prix du pétrole. 5 ans plus tard, l'Union soviétique s'écroulait. Oui. Alors moi, je pense que le plus grand espoir qu'on pourrait entretenir là, pour tous ceux qui ont à cœur la cause de l'Ukraine, ce serait qu'il y aurait une chute des prix du pétrole. Évidemment, on en souffrirait tous dans le sens suivant, c'est que ça voudrait dire qu'il y aurait probablement une grande crise économique. Mais c'est clair que s'il y avait véritablement une baisse des prix, ça, bien sûr, ça affecterait le trésor de guerre de la Russie. Ça placerait vraiment le régime en place dans une situation extrêmement difficile. Parce que le pétrole et le gaz, M. Clich, là, avant le conflit, c'était à peu près quoi? Le tiers des revenus de l'État russe? Grosso modo, le tiers, effectivement. On s'est réorganisé quand même, là, avec les sanctions, les blocages. On a trouvé des façons de les couler. Oui, bien en fait, on s'est retourné tout simplement vers l'Asie. Alors, c'est en fait, soyons aussi très clairs, c'est la Chine et l'Inde et un peu la Turquie qui ont sauvé la mise pour l'économie russe. Ils se sont mis à acheter son pétrole. Et pourquoi ils l'ont fait? Tout simplement parce que c'était de leur intérêt. Ils ont bien vu que la Russie, ayant perdu complètement le marché européen, il avait besoin d'écouler son pétrole pour encore tirer des revenus. Donc, ces gens-là se sont pointés face à la Russie, puis ils ont demandé des rabais sur
le prix du pétrole et puis on estime que les rabais obtenus face au prix de référence du marché mondial, c'est à peu près entre 15 et 30 $ le baril. Donc, c'est très important pour eux. C'est très intéressant. Donc, ils l'ont fait essentiellement pour des raisons économiques. Ils se sont placés, bien sûr, en situation de force dans leurs négociations avec la Russie quant à l'achat de son pétrole. Monsieur Alexander, du côté de l'Ukraine, le pays tente de résister, on le disait, à l'envahisseur tant bien que mal. On compte beaucoup sur l'aide internationale. Et aujourd'hui, Justin Trudeau a réitéré le soutien qu'il a dit inébranlable pour l'Ukraine avec une vidéo qui a été publiée ce matin. Ça vaut combien, là, le soutien du Canada en ce moment? Mais ça vaut quelque chose. On a fourni jusqu'à présent, si je ne m'abuse, à peu près 9 milliards de dollars, surtout du côté économique, appui financier, mais aussi un appui militaire. Mais notre appui militaire, c'est le tiers de ce qui est offert par le Danemark, par exemple. Un très petit pays en Europe. On pourrait faire bien plus. Je suis d'accord avec M. Clich. Il y a un volet économique. Le cap, le plafond sur le prix du pétrole, c'est très important. Il y a aussi un volet politique. Les déclarations comme celle de M. Trudeau sont importantes, mais il faut suivre ça avec des actions crédibles. Il faut aussi vraiment se mettre ensemble pour s'opposer aux chefs actuels et potentiels parmi nos alliés qui voudraient couper le soutien à l'Ukraine. Et M. Trump et d'autres candidats en Europe font partie de ce groupe-là. Oui. Et il y a aussi le volet militaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des sanctions, M. Alexander? Le Canada a annoncé aujourd'hui d'autres sanctions. Les États-Unis ont annoncé la vague de sanctions la plus importante depuis le début de la guerre contre des particuliers, des entreprises de toutes sortes de secteurs. Est-ce que c'est une arme qui est efficace? C'est une arme, mais il y a 3 faiblesses là-dedans. Premièrement, même avec ce régime de sanctions, certains exportateurs, y compris des exportateurs de produits avec importance militaire, trouvent des moyens, des canaux par des tiers pays pour faire arriver leurs produits en Russie. Deuxièmement, vraiment la grande carte qu'on a à jouer, c'est les 300 milliards de dollars qui étaient à la Banque centrale de la Russie. On devrait donner ces sous-là à l'Ukraine. Oui. Chrystia Freeland était en faveur, mais ça ne se fait pas encore. Et troisièmement, il ne faut pas vraiment continuer avec des sanctions éparpillées à petite échelle. Il faut que ça soit vraiment un blocage économique de la Russie. Et je pense qu'un changement de notre politique avec le prix du pétrole, ça serait un bon pas dans ce sens-là. Oui, parce qu'on se pose la question, M. Clich, est-ce que ça fonctionne vraiment, les sanctions? Est-ce que, on parlait tout à l'heure du système de plafonnement des prix du pétrole. Là. Il y a plusieurs pays qui ont instauré ça. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on atteint l'objectif qui est à la base de tarir les sources de financement pour la guerre que veut mener Vladimir Poutine? Oui, bien, effectivement, il faut rappeler que les pays occidentaux ont fait une première dans l'histoire de l'industrie pétrolière. Ils ont créé une espèce de cartel d'acheteurs où ils ont dit à 60 $, nous, on ne dépasse pas 60 $ quant au prix du pétrole acheté par la Russie. Ceci dit, c'est pas tant, je pense, les sanctions. Sur le plan énergétique, c'est pas tant les sanctions qui ont un effet. C'est que, écoutez, la Russie se retrouve à avoir perdu complètement son marché de vente de produits pétroliers aux pays occidentaux. C'était quand même un acheteur très important. Ils ont perdu complètement le marché du gaz en Europe et ils l'ont donné littéralement aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une conséquence majeure. Et ils se retrouvent, comme je le mentionnais, dans un pouvoir de négociation beaucoup moindre qu'ils l'avaient auparavant parce que maintenant, ils doivent vendre leur pétrole et leur gaz en Asie et les clients asiatiques le savent très bien. Donc, ils peuvent négocier des meilleurs prix. Donc, il y a là quand même un manque à gagner important pour la Russie. C'est clair que si on compare entre 2022 et 2024, la situation énergétique de la Russie, c'est quand même nettement dégradée. Alors, c'est quand même un effet intéressant des sanctions. Avec des impacts, cela dit, parce qu'au début du conflit, on se rappelle tous la montée en flèche des prix de l'essence, entre autres. Les automobilistes s'en rappellent bien. Ça a eu des impacts aussi importants du côté de l'Europe pour le chauffage. Est-ce qu'on subit encore les conséquences de toute cette réorganisation d'approvisionnement d'énergie? Bien, en fait, ceux qui ont été beaucoup impactés et ceux qui étaient visés, entre autres, par les manœuvres de la Russie, c'était évidemment l'Europe. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.